Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérit TV Monde et 3R Média. Chers amis internautes, vous qui suivez Guérit TV Monde et 3R Média d'un peu partout dans le monde, je vous dis bonjour. Edmond Ayinde brise le silence. Administrateur en développement et gestion de projet et chargé de mission à la préfecture de Porto Novo, c'est aussi un homme politique. Membre d'une association panafricaine, J2A, Jeunesse Afrique Avenir, leader du mouvement national Désir de servir, anciennement vice-président et porte-parole du parti politique Mouel Binan, aujourd'hui membre actif de l'Union progressiste, Edmond Adekunle Ayinde s'est longtemps tu après la crise qui a secoué son désormais ancien parti politique Mouel Binan, allant jusqu'à sa suspension et puis sa démission. Aujourd'hui, notre invité sur le tour du monde a rejoint la plus grande famille politique du Bénin, l'Union progressiste. Il est avec nous sur ce plateau pour son comeback, on peut le dire ainsi. Edmond Ayinde, bonjour à vous. Bonjour, Madame Roukat. Et merci de répondre présent à cette invitation. C'est un plaisir. Et pour conduire cette émission, Le Tour du Monde, je suis avec mon confrère Shamsdine Badarou. Bonjour Shams. Bonjour. Comment vous allez? Nous rendons grâce à Dieu. D'accord, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous pour conduire cette émission. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, nous proposons à ceux qui nous regardent de faire un tour au service commercial. Vous êtes une organisation, un projet de développement et avez besoin de vous faire connaître, d'échanger avec le monde agricole, lui proposer via les coopératives à la base les fruits de vos recherches, des matériels et autres produits innovants. Une seule adresse, le groupe Bénin Agritropique. Pour tout renseignement, contactez le 229 53 84 0047. Groupe Bénin Agritropique, un intermédiaire efficace pour mieux toucher la cible. De retour du service commercial, nous allons entrer dans le vif du sujet. Ce qui nous emmène sur ce plateau, c'est le retour, le comeback de Edmond Adekunle Ayinde. Alors, Shamsdine. Ouf-Katandebi, à nouveau, bonjour. Edmond Ayinde, bonjour. Bonjour, Monsieur Shamsdine Badarou. Edmond Ayinde, vous êtes jeune, mais vous avez un parcours associatif et politique plutôt impressionnant. Edmond Ayinde, parlez-nous un peu de ce parcours. Merci, Monsieur Shamsdine Badarou, et à mon tour de vous remercier pour m'avoir fait cet honneur d'être, je crois, le premier invité autour du monde. Vraiment, c'est une grâce et je vous en remercie infiniment pour cet honneur et cette opportunité que vous me donnez pour vraiment sortir de mon long silence. Parce que j'ai opté pour un silence qui se justifie. Tout au long de l'émission, on en parlera. On comprendra pourquoi. Et la présentation a été tellement bien faite, Madame Roufkat. Vous avez fouillé un peu. Seulement au Bénin, je suis le coordonnateur au niveau du Bénin de l'association Jeunesse Afrique Avenir. Wow. Parce que porteur de l'initiative Désir de servir de la jeunesse béninoise. En fait, Jeunesse Afrique Avenir, c'est une association panafricaine. Beaucoup de jeunes, on s'est retrouvés à Kigali et on a retenu de faire les choses autrement, de prendre nos responsabilités et de nous impliquer sérieusement dans le développement de notre pays et partant de là de l'Afrique en général. Le développement étant un processus qui se fera point par point. Si le Bénin est développé, affranchi et que le Togo ne l'est pas, vous voyez que c'est un peu problème. Ouais. Donc on a eu tout ce parcours. J'ai fait le mouvement étudiant, j'ai fait d'autres embranchements, beaucoup d'associations au niveau panafricain parce que j'ai estimé qu'au Bénin, il y avait un peu de difficulté à avancer. Et puis sorti nous a permis de croiser d'autres personnes avec d'autres idées que nous avons apportées. Et puis là, on se porte très bien. Et je vous remercie de me permettre d'en parler brièvement.
D'accord. Vous allez nous parler un peu de votre parcours. C'est vrai, votre militantisme au sein de cette association panafricaine-là. Vous avez porté une idéologie. Et cette idéologie-là a été quand même un peu nationalisée à travers le désir de servir. Et de là, vous avez atterri à Mouel Bénin. On aimerait avoir un peu le parcours, là. Clairement, ça a été quoi ce combat-là? Merci. Nous avons observé notre pays avec beaucoup de recul et beaucoup de concentration. Et nous avions remarqué que la jeunesse de notre pays est capable d'inverser ce paradigme et d'apporter un souffle nouveau à la politique et de faire quelque chose pour le pays. Et pour ça, on les a interrogés un peu et on a vu que c'était vraiment pertinent. Vous avez interrogé qui? Les jeunes. D'accord. Les jeunes. On a fait de grandes rencontres et on est porteur d'une initiative qui était les cafés philo. C'était des débats thématiques qui permettaient aux jeunes de s'ouvrir. On le faisait partout. Donc, ça nous a permis d'apprécier le désir de servir de la jeunesse béninoise. Nos aînés s'accrochant de façon très têtue à la chose politique, ils ont toujours eu cette phrase-là à dire à cette jeunesse, patientez, et vous êtes trop pressés. Or, pour apporter, pour les âmes bien nées, vous savez, la valeur n'attend point le nombre d'années. Et ça nous a amené à lancer l'initiative Désir de servir. Nous avons fait une déclaration patriotique publique à la place Bayol de Porto Novo. Oui. Les jeunes étaient debout, parce qu'on n'a pas les grands moyens, on était tous debout. Nous avons lu la déclaration et nous avons renvoyé chaque jeune à sa conscience pour qu'il comprenne qu'il doit pouvoir être un acteur, influenceur dans le domaine politique. Parce que c'est de ça qu'il était question, parce que les acteurs politiques, quel que soit ce qu'on va faire, c'est eux qui vont décider, c'est eux qui vont donner les orientations au pays. Il faut que les jeunes investissent le chantier politique. Et quand on a lancé ce désir de servir, nous avons croisé un de nos compatriotes qui a suivi sur ORTB l'émission, qui nous a appelés. Je crois que c'est un autre compatriote, Thomas Sosa, et qui a initié Vision Pentecôte, qui fait beaucoup de choses pour le pays dans la foi. Il nous a appelés, il a dit franchement, ce que vous avez dit, le symbole que vous avez utilisé pour clamer votre désir de servir m'intéresse. Parce que c'est le lavement du pied du Christ, le symbole qu'on a mis. Parce que le Christ a été au service, Jésus-Christ, excusez du peu, a été au service de ses disciples. De l'humanité. Il a lavé les pieds. C'est quand même assez fort. Donc on a estimé qu'il faille laver le pays et pour ça, notre désir de servir n'est pas marchandable, ça ne coûtera rien. C'était gratuit. Donc il nous a dit, ça c'est intéressant. Je vais vous aider à porter l'initiative partout. Il nous a aidé à faire le tour des 77 communes. Une première fois, c'était émouvant. Si on vous montre les vidéos, vous allez pleurer. Non, il nous a aidés. Il nous a aidés à avoir un bus qu'il payait. Je crois, oui, il payait. Il a payé le bus climatisé, 15 places qui nous transportait. Et quand on arrivait, il nous a dit, soyez comme les jeunes que vous allez rencontrer. Il n'y a pas de moyens à vous donner. Donc on restait dans les écoles, on avait quelques moustiquaires, on les déployait. Certains jeunes aussi disaient, non, vous allez dormir chez nous, ainsi de suite. On a géré ça comme ça. Vous avez fait le combat avec les moyens de bord. Avec les moyens de bord. On a fait le premier tour, très émouvant. Les jeunes ont les mêmes problèmes partout dans le pays. Il faut pas croire que ceux du Nord, parce que Boni Yaye était au pouvoir. Les gens estimaient à tort que les jeunes du Nord sont priorisés, ou bien c'est faux. Ça n'avait rien à y voir. C'est partout identique. Nos aînés s'accrochaient et leur souci, c'est, franchement, je ne dirais pas ça ici. Oui, bref, donc on a fait 4 tours. Là où je suis, je connais le pays. Comme on le dit, j'ai fait les 77 communes 4 fois pour apprécier le niveau de la déconfiture du pays. Et après ça, on a pris des décisions. Oui, Edmond Aïdé, on va évoluer dans le débat. Après avoir fait ce tour, après avoir fait le tour du pays, comme vous venez de le dire, Patrice Talon est arrivé au pouvoir. Et puis après, vous êtes atterri au parti Mouel Bénin. Pourquoi avoir quitté le parti Mouel Bénin? Et ensuite, après, 1 an après votre départ, vous gardez toujours le silence? Oui, et nous avons décidé de garder le silence parce que, vous savez la vérité,
quand vous avez la vérité, vous n'avez pas besoin de vous agiter comme le président de Moël Béné l'a fait. Souffrez que je le dise. Parce qu'après qu'il est suspendu, des militants, pas n'importe quel militant, le secrétaire général du parti et un vice-président porte-parole du parti. Nous nous échinons. Moi, je n'ai pas eu un franc du parti pour faire tout ce que j'ai fait. Les campagnes présidentielles, les gens savent ce qu'on a pu faire, les moyens qu'on a apportés, tout ça. Mais au nom du parti. Bref, il nous a suspendus. On s'est revu, on a analysé cette suspension, on a analysé la vie du parti, on a croisé tout ça à la réforme politique du pays et on s'est dit, on n'était pas dans le vrai. On a déposé la démission. Oui, mais si vous avez été suspendu, c'est certainement pour une raison. Oui, parce qu'on n'était pas d'accord de la manière, la façon la plus cavalière dont le parti était géré. Le président était tout puissant et il estimait qu'il n'a pas besoin de consulter quelqu'un pour prendre des décisions qui impactent la vie du parti. Notamment des nominations où vous avez quand même à consulter un petit lobby, un petit cercle pour leur dire, écoutez, nous avons telle offre, on peut faire telle chose, telle chose. Ou bien carrément, le parti a eu des ressources mobilisées par, comment dirais-je, la cotisation des membres ou des dons ou des legs. Mais on dépense comme on veut et on estime que on est dans la lettre qui a été publiée sur les réseaux par le parti, signée par Diakayadi, paraît-il qu'Edmond Ayindé, quand il était membre ou VP de ce parti, ne payait pas sa cotisation. Est-ce que vous confirmez? Le VP, la cotisation, parce que c'est suffit un détail. Et ça m'a tellement fait mal, ça m'a fait rire d'ailleurs. Je me suis dit, mais de quoi parle l'auteur? Une cotisation de 1000 francs. Le mois, sur 2 ans, ça fait 24 000, mais ce qu'on investit, ce qu'on nous a mené à cotiser, était plus que ça. Il y a plus d'institutions. Non, ce n'est pas une faute. Parce que quand on est arrivé, il y a eu une suspension de ces cotisations. Parce qu'on a rencontré le chef de l'État et il a dit comment le parti fonctionnait. On a dit, les cotisations des membres, tout ça. Ah, mais vous forcez les membres au moment où vous montez là. Je crois qu'il faut faire en sorte de soulager un peu parce que c'est un parti de jeunes, tout ça. Et quand on est revenu, le président a décrété, a pris une note et a suspendu les cotisations. Moi, je venais d'arriver à peine. Donc, c'était suspendu. Et j'étais dans les formalités de le faire. Parce que il faut avoir la carte de membre, il faut avoir payé ses cotisations. Et je parlais avec plein de gars. Ils ont suspendu. Après, ils ont relancé. Dans le feu de l'action, il y a eu la suspension et tout ça. Mais écoutez, le mensonge là, c'est comme ça, ça fonctionne. Puisque le type n'a rien dit, il n'a rien à nous reprocher. Non, c'est de Diakayadi, en fait. Il n'a rien à reprocher à ceux qu'il a suspendus. Il fallait aller trouver un motif quelque part, alors qu'il sait bien que ça n'a pas de sens. Oui, mais le président Diakayadi, en ce moment, le temps fort de cette crise-là, il a fait le tour des chaînes de télévision, des presses écrites. Partout, il expliquait pourquoi cette crise et pourquoi cette suspension. Mais vous, vous êtes terré dans un lourd silence. Vous n'avez rien dit. Est-ce qu'on peut considérer votre silence comme étant, bon, l'adage qui dit, qui ne dit rien consent? Non, vous savez, en Afrique, je vais vous donner une petite anecdote. Et quand vous vous douchez en Afrique, vous savez, la douche, elle est en enclos. Quand vous enlevez votre robe, vous l'accrochez. Et qu'un fou passe et récupère votre tenue et commence par courir. Si vous courez après lui instantanément, le vrai fou, ce serait qui? Vous voulez traiter... Le vrai fou, ce serait vous en ce moment. Parce que vous serez quand vous serez le vrai fou derrière lui en courant, parce que, à raison, vous voulez récupérer votre tunique, votre robe, mais nous, on a estimé que ce n'est pas la solution. Nous restons sereins. Le fou court, il exhibe votre tunique, quelqu'un peut le rattraper, vous l'apporter. Si personne ne vous le ramène, quelqu'un va vous aider à sortir de cette douche avec dignité. Et pour ça, on a gardé le calme. Et pire encore, la vérité là, quand vous êtes dans le vrai, vous n'avez pas besoin de gesticuler, vous n'avez pas besoin de passer sur toutes les chaînes. Vous avez besoin de garder le calme. Votre note de suspension, avec le mensonge que ça contenait, pouvait régler le problème si c'était du vrai. Comme c'est du faux, il y a tellement de l'incongruité dans sa note de suspension. Il s'est senti vraiment déboussolé. Il fallait aller expliquer. Et notre démission a été comme un choc pour eux.
Moi, je sens, j'ai fait mes analyses, et pour ça, il fallait s'agiter. Beaucoup m'ont appelé de tout part pour dire, mais qu'est-ce qu'il raconte là, ce canal, ce monsieur? Qu'est-ce qu'il est en train de dire de vous? Il prononce votre nom, vous avez le droit de réponse à faire, vous avez à la signer en justice. J'ai dit, mais c'est pas la peine, c'est pas la peine. L'essentiel pour nous, c'est de retrouver le chemin, le vrai, pour nous exprimer dans le pays et réussir à apporter une solution à la dynamique du développement de notre pays. Et puis pour ça, on dit que le chien aboie et la caravane passe. Oui, Edmond Haïndé, dites-nous, quand on se rappelle encore de cette complicité entre vous et Jacques Kayadji, qu'est-ce qui pourrait être à la base de cette scission-là? Voilà. Bon, j'ai estimé que je ne vais pas m'éterniser sur ce détail, cette question, c'est un non-événement. Bon, pour vous, c'est un événement. Nous avons été dans un parti où nous avons vraiment cru que nous pouvons être une alternative pour les jeunes qui estiment qu'ils ne peuvent plus travailler avec un certain nombre d'acteurs politiques qui se sont retrouvés systématiquement dans les blocs. Et nous, on s'est dit, on va créer quelque chose pour recueillir tous ceux-là qui veulent quand même militer autrement dans une approche nouvelle telle que prônée par le chef de l'État. Et c'est pour ça qu'on s'est engagé. Moi, je ne connaissais pas Jacques Kayadji. Celui que je connais, c'était le BO, Aguiar ses fils. Parce qu'il a été dans notre tournée où on a parcouru les communes ensemble. Et quand je l'ai vu dans l'initiative, je n'étais pas au départ de la création de Mouel Bénin. J'ai rattrapé la BAC parce que je me suis dit, si les jeunes ont pu se mobiliser, il faut soutenir cette initiative pour aller de l'avant. Moi, on ne savait pas que c'était un marché de dupes, c'était un machin concocté par quelqu'un qui estimait même que quand lui le dépensait, on était où? C'était compliqué. Voilà. Oui, allez-y. Edmond Haïndé, quand on prend vous et ses fils BO Aguiar, vous êtes des intellectuels, et quand on parle d'une suspension, ce n'est pas encore une sanction. Une sanction grave, c'est certainement une faute commise. Voilà la suite des choses avant oui, vous savez, dans un parti, quand on n'a pas convoqué le conseil de discipline, qu'on n'a pas discuté avec ceux qu'on suppose étant en faute, qui sont à ce niveau du parti, vous voyez qu'il y a une crise de confiance. On peut plus, c'est pas la peine. La suspension a été faite autour de 23h45, 0h. À 1h moins, quelqu'un m'envoie un journal écrit par Aboubacar Takou pour dire suspendu avec de faux moelles. Non, c'est son journal, c'est à 0h et j'ai les preuves de ça. Donc, ça veut dire quoi? Le journaliste est dans un rôle. Non, je veux vous expliquer. Il a certainement voulu informer. Non, c'est allé tellement vite. Parce que moi, j'ai quitté Cotonou dans la Réunion. J'étais en voiture. J'arrivais sur le pont de Porto-Novo. Vous pouvez vous imaginer 30 minutes après. Et que ça normalement, un président ou un parti qui suspend. Mais vous avez vu par la suite la communication de ce journal sur nous. J'ai noté 9 événements, 9 titres. Première une. Quel journaliste donne la première une parce que veut livrer une information sur un parti politique? Non, on vous connaît. On connaît la presse. Cette partie, la première une, ça s'achète. La première une, on paye pour parce qu'on veut communiquer sur un événement. Non, pour la plupart du temps. Pour la plupart du temps. Et dans il reconnaît qu'il peut y avoir des exceptions. Vous payez aussi pour la une, pour la non, manchette. moi, vous n'allez jamais me voir dans la une d'une manchette. Si mon événement intéresse une presse, il le fait. Si après, j'estime qu'il faille faire quelque chose, je le ferai. Oui, Edmond Haïndé, avant de laisser Oufrat et avant de passer à un autre sujet, dans ce dossier également, on constate aujourd'hui que le torchon brûle entre vous et Serge Aouansou. Pourquoi? Non, le torchon ne brûle pas. Serge Aouansou, c'est un frère. Et au détour de la suspension, il a pris ses distances et le fréquenter autre mesure peut lui créer des problèmes dans le parti. Donc c'est pour ça que j'ai dû garder ma distance vis-à-vis d'un certain nombre de personnes, de certain nombre d'acteurs. Si on ne souhaite pas, Serge Aouansou a besoin de moi pour une situation malencontreuse ou quelque chose, je suis là, on remonte tout de suite. C'est un frère. Et vous savez, ça... Et les liens sont plus forts. Oui. Et d'ailleurs, pour tous les militants Mouel, et pour tous ceux-là qui, malgré qu'on n'ait rien dit, ont démissionné du parti, parce qu'estimant qu'on était quand même des gens qui les inspiraient,
Je dis merci pour ça. Puis ceux qui ne l'ont pas fait, il n'y a pas de problème. Il y en a qui viennent ici. Il y en a qui me voient partout, qui appellent des services. Et on le fait. Parce que ce n'est pas la fin du monde. Même Jacques Ayadi, c'est un grand frère. Si on se voit quelque part, on va se parler. Mais politiquement, on ne parlera pas. Parce que j'estime qu'il n'a pas le niveau qu'il faut pour conduire les hommes en politique. Moi, j'estime que ça. Et c'est la vérité. C'est sincère. Il n'a pas le niveau qu'il faut. Je dis, le président, ce président, regardez, mais vous-même. Mais pendant 2 ans, vous y êtes resté. On est resté parce qu'on y était et il fallait pousser un peu l'initiative. Il fallait travailler avec engagement. Parce que quand on y est, on y est. Quand on n'y est pas, c'est qu'on n'y est pas. Quand vous êtes dedans, vous devez faire tout ce qu'il faut faire pour y aller à fond. Et je ne le faisais pas pour Jacques Ayadi, je suis désolé. Je le faisais pour le parti, pour les jeunes, pour que le pays change. Pour ceux qui ont cru Jacques Ayadi n'était pas à l'initiative de la souffrance qu'on a endurée en faisant le tour des 77 communes. Il ne sait pas comment on a fait pour dire que c'est Patrice Talon qui est l'alternative sûre. Il ne sait pas. Au moment de faire ça, lui s'entêtait à dire des choses sur des chaînes radio et tout ça. Mais nous, on l'a fait. Donc, du coup, rentrer dans le parti, ce n'est pas pour lui. C'est qu'on cherchait une passerelle pour nous exprimer en politique, pour ramener tous ces jeunes désespérés qui ne veulent pas travailler avec les anciens acteurs politiques. C'était ça. D'accord. C'était ça, vous l'avez dit. Et finalement, Patrice Talon s'est révélé être l'alternative, celui-là qu'il fallait soutenir. Mais lorsqu'on remonte un peu plus haut et on voit votre initiative, le désir de servir, et ce désir-là qui voulait en fait rompre et couper tout lien avec ce que vous avez appelé l'ancienne classe politique qui s'est accrochée, et d'ailleurs qui continue de s'accrocher au pouvoir, c'était pour rompre le lien, pour que la jeunesse que vous jugez capable prenne les rênes de ce pays-là. Mais finalement, de Moël Bénin, vous avez atterri à l'Union progressiste, qui est l'un des plus, ou le plus grand parti politique du pays. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir fait finalement ce que vous-même, vous avez refusé? Parce que vous n'allez pas dire que Patrice Talon, qui actuellement gouverne le pays depuis quelques années, est un jeune. Tout à fait. Je vous remercie pour cette question et cette analyse assez pertinente. Parce que c'est vrai, dans un passé pas très lointain, il y a 6-7 ans, on défendait avec hargne qu'il faille faire la scission. Rupture profonde dans tout, avec nos aînés, qu'on a estimé qui ont fait ce qu'ils ont pu. Mais ce n'était pas ça qu'il fallait pour le pays. Donc on était dans la rupture. J'étais particulièrement dans la rupture, un acteur de rupture profonde, je l'ai fait. Et c'est pour ça que quand le chef d'État était venu au pouvoir, quand les réformes ont commencé, les mouvements ne pouvaient plus exister. Le mouvement désir de servir ne pouvait plus exister. Et il fallait se ranger dans un parti. On n'est pas allé du coup là-bas. Parce qu'on se disait, la pratique ancienne là peut reprendre là-bas. Et on est allé à Moël Bénin. Parce que là, c'était les jeunes. C'était les jeunes, et puis c'était bien. Avec du recul, on a constaté qu'il y a eu une marche forcée, une discipline que la loi et les textes ont imposée aux partis et à nos aînés, en l'occurrence. Vous allez remarquer qu'il y a de la discipline dans les partis aujourd'hui, les grands partis là. Il y a de la discipline sérieuse. Et une certaine organisation. Vous n'allez pas voir de l'indiscipline comme par le passé. Donc on a estimé que, bon, il y a de l'assainissement et il y a de l'espoir. On voit des jeunes se mettre en branle. Au parti Bloc républicain, je vois mon frère Bida fait beaucoup d'initiatives. Il part seul, il fait des choses. Le coordonnateur national. Voilà, Logibert. Beaucoup de jeunes s'activent sans complexe au sein de ces partis. Nous, on a décidé d'aller dans le plus grand parti. On a estimé que l'Union progressiste, pour nous, elle était le plus grand parti. Et Moël, d'ailleurs, quand on était dans Moël, ça a été fait. Nous avons déjà soutenu l'Union progressiste pour les élections communales passées parce que Moël n'a pas pu aller. Et pour ça, on a même mis en place un comité paritaire. Nago Mathurin, ancien président de l'Assemblée nationale, l'a présidé côté UP et je l'ai présidé côté Moël Bénin. Donc, avec l'UP, bon, c'est une grande amitié, disons, de longue date. Et pour ça, on a décidé de faire le raccordement juste pour ne pas se fatiguer. Donc, c'est ce qui s'y a motivé. Et j'estime qu'aujourd'hui, dans les partis, c'est bon.
La discipline y est et les choses se passent très bien. Certains disent aujourd'hui que c'est Augustin Anvers-Blas qui est votre parrain au sein de l'Union progressiste. Vous confirmez? On aurait pu dire Lazare Serwetor, on aurait pu dire Adaboni, on aurait pu dire Mathurin Kofi-Nago, c'est des amis. C'est des amis qu'on fréquente tout le temps. C'est vrai, la proximité avec Augustin Anvers est un peu poussée parce qu'il n'est pas loin de ma maison. Donc nous sommes presque voisins. Il est toujours dans le 5e même arrondissement que moi. Et on y va. On aurait pu dire que c'est le maire Charlemagne Yankoti. C'est un frère, il est juste derrière moi. Et je suis tout le temps à lui. Mais la décision d'atterrir à l'Union progressiste n'a pas été mue par des amitiés. Non. Ça a été vraiment mûri. Et on s'est dit, il faut atterrir quelque part où quand même les choses se font un peu mieux. C'est pour ça. D'accord. Et on a eu dire que vous avez eu à faire une petite enquête au niveau des hommes politiques qui étaient destinés à diriger ce pays-là. Et c'est là, après avoir jaugé un peu ce que chacun d'eux avait à offrir au pays, que vous avez voulu soutenir le président actuel. Oui, si, parce qu'à défaut d'avoir ce que nous avons souhaité, on avait souhaité avoir un jeune, vraiment pour les affaires. Mais, et pour ne pas trahir une confidence, on avait misé sur Joël Fodeka-Ivoire dans le temps, en 2016. Mais il a décliné l'offre au dernier moment. Parce qu'il y a eu crash même au niveau des portiers de la République. Moi, je suis sorti de là, mais après, il n'a pas pu se présenter. Donc, on n'avait pas de jeunes crédibles. On a vu des gens, on s'est dit, mais bon, ok, à défaut d'avoir ce qu'on cherche, il faut voir parmi ce qui est existant là, qu'est-ce qu'on peut prendre. On a rencontré des candidats. Et quand on est arrivé à l'étape du président Patrice Talon, on a parlé avec lui. On a senti qu'il était déterminé. Il voulait faire quelque chose dans le désintéressement pour que ce pays change. Et il avait un discours révolutionnaire et il nous a dit des choses qui, moi, vraiment m'ont fait froid dans le dos. Et je me suis engagé avec les éléments à le soutenir, contrairement à beaucoup, sans rien attendre en retour. Parce qu'il l'a dit. Le 6, il a prêté serment, le 6 avril 2016, mais le 5, il nous a fait honneur de nous rencontrer. Et il a dit, écoutez, vous m'avez soutenu sans condition. C'est formidable. On va ensemble relever ce pays. Moi, ça me suffit. C'était bon pour moi. J'étais soulagé. L'objectif était atteint. Je suis parti de là et on est allé à la prestation de serment et il a dit quelque chose de formidable. Je suis prêt ici et maintenant. La justice sera la même pour tous. Il n'y a pas de justice pour les privilégiés. La criette, tout ce qui se passe, je suis content parce qu'il n'y a plus d'Agbalagba dans ce pays. Tu tombes dedans, on te frappe. Il n'y a pas de débat. Donc, je pense que nous sommes en train de révolutionner. Mais d'aucuns pensent toujours qu'il y a les uns et les autres dans ce même gouvernement. Non, je peux vous dire aussi, en politique, il y a un adage très fort qui régit le monde politique. On dit à compétence égale, je préfère quelqu'un de mon camp. À infraction égale, je livre l'autre d'abord. Parce que l'autre a cru en moi, il est là. On va le livrer, mais on verra. C'est comme ça. La science politique, c'est ça. Si vous ratez ça là, vous n'avez rien. Parce qu'il faut que les gens soient avec vous. Ceux qui ont cru en vous, même s'ils ont des casseroles, on saura gérer. Mais ceux qui ne croient pas en vous, qui portent quand même, qui sont porteurs d'une lot d'infractions, se baladent à dire du n'importe quoi. S'ils vont, c'est la preuve. S'ils se présentent devant la justice, les juridictions, et on les dépose, ils savent, en leur âme et conscience, ce qui a fait qu'ils sont là où ils sont. Ils disent rien à personne. Et puis, après, on estime que tel aussi doit être dans les mailles de l'affaire, il faut aller l'interpeller. Un chef de l'État ne protège personne. Peut-être le système peut se dire, j'attends d'abord, d'avoir un truc là. Donc, c'est pas... D'accord. Edmond Adekunle-Ayinde, on va passer des heures à parler politique, puisque vous adorez parler politique, même si vous ne sortez pas souvent. Mais on va parler de ce qui se passe dans la société. La cherté de la vie, ça, ce n'est plus vraiment à prouver. Tout le monde sait que la crise économique est là. Elle fouette tout le monde de plein fouet, si je peux m'exprimer ainsi. La cherté de la vie, le gouvernement fait des tournées pour parler de pourquoi la vie est chère. Vous faites même partie des membres des délégations gouvernementales qui font ces tournées-là. Mais il y en a qui se demandent, et puis c'est la plupart, qui se demandent, mais est-ce que la tournée du gouvernement finit par nous faire rassasier? Est-ce que ça nous remplit les ventres?
Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la solution concrètement à ce problème-là? Merci bien. La cherté de la vie, n'est pas qu'au Bénin. C'est une situation mondiale indue par la crise sanitaire, la crise de Covid-19, où dans les pays qui nous fournissent pratiquement tout, voilà encore le problème. Nous avons changé nos règles de vie, nous importons tout. Et les pays qui nous fournissent ces intrants, toutes ces choses-là, ont fermé boutique. Il y a eu ce qu'on appelait l'arrêt dans un certain nombre de pays où on devait rester chez soi. Et des industries, les entreprises ont fermé, le contact avec les hommes était difficile, même les réunions étaient compliquées. Tu dois acheter, il faut faire travail par Zoom. Tout ça là a été compliqué pour le régime. Donc on a dû constater cette montée flambée des prix parce que les amateurs, les bateaux et tout ça, les gens ne sont pas au service pour amener de la marchandise. Ça fait que les prix ont flambé parce que c'est la loi de l'offre et de la demande. Hein. Quand la demande tente à dépasser l'offre, il y a infraction. Donc le chef d'État s'est dit il faut aller informer nos compatriotes. Il faut aller leur dire qu'il y a telle situation et si on y prend garde, ça peut s'empirer. Et pour ça, il faut changer d'habitude maintenant. Il faut que les gens prennent conscience qu'ils ne gaspillent plus les choses, qu'ils essayent de voir comment mobiliser les ressources pour attendre ou comment produire pour consommer local et ne pas dépendre de l'exportation, tout ça. C'est l'objectif de la tournée. La tournée n'est pas une tournée de justification, ce n'est pas une tournée pour avertir le peuple, c'est pour expliquer, pour que les gens comprennent, pour qu'on ne vienne pas les mener plus tard en bateau. Donc on l'a fait et ça a permis, ça a été un espace très important du donner et du recevoir. Nous avons eu des retours de nos compatriotes qui ont rappelé l'histoire, que ça a existé et que des gens d'aucuns disaient que le maïs était devenu l'or et que ça pouvait coûter 5 000, 10 000. Et certains disaient, même si ça coûte 10 000, même si ça coûte les yeux de la tête, nous on pourra s'en procurer. Mais les solutions qu'ils ont trouvées dans le temps, ils nous ont reversé tout ça. Et quand on a fini dans les communes, nous avons pris la relève dans les arrondissements. On a fini ça et hier, on a eu une réunion encore hier avec les ministres pour dégager de tout ce que nos compatriotes ont suggéré, ce qui est pertinent et qui est réalisable tout de suite pour que le gouvernement puisse tabler sur ça et prendre une décision au plus tôt pour soulager la peine de nos compatriotes. Oui, donc c'est pédagogique ce qu'on fait. Aide-moi idée, Moël Bénin, on revient toujours en politique, hein, Moël Bénin a estimé que c'était une tournée sélective dans la 19e circonscription électorale. Vous avez suivi l'actualité de ce côté également. Ça m'a fait vraiment rire et ça m'a permis de savoir encore et de confirmer et de dire que je suis droit dans mes bottes quand je parle de cet acteur politique tel que j'ai parlé de lui. C'est pas normal. Parce que quand tu es un acteur politique et que tu as estimé que tes gens n'ont pas pu participer à cette tournée parce que peut-être ils l'ont voulu ou bien ils n'ont pas fait tout là, tu te rapproches de ceux qui quand même ont initié un truc comme ça et vous parlez pour voir les tenants et aboutissants. On ne se lève pas devant la presse à écrire des conneries pour dire qu'on a écarté telle ou telle autre pratique. On a dit par zone, il faut prendre les partis les plus influents. C'est ce que les gens sont venus dire. Et vous avez estimé que il n'était pas influent? Oui, parce que non, pour aller faire cette communication, on va vous dire ce qui a guidé et orienté. En fait, c'est les élus qui sont venus soutenir le gouvernement. Les élus. Moi, là, quel élu au jour d'aujourd'hui? Dites-nous. Ce qui a motivé, c'est les élus qui sont venus parler à la population. C'est plus facile quand vous voulez parler à une population de l'Ouémé et que vous avez les députés à côté. Le député est issu d'un parti, alors le parti est impliqué. Vous avez un maire à côté, il est issu d'un parti, le parti est impliqué. Vous avez les chefs quartiers qui sont normalement du PRD. Oui, tous les chefs quartiers sont encore du PRD. Tous les chefs quartiers là sont encore du PRD. Ils ont des élus. Même si ce n'est pas vraiment ça, mais ils ont des élus. Et pour ça, ils ont été impliqués. Mais on n'a pas même dit à Moël de ne pas venir.
Moi, je ne peux pas voir un Moël vouloir assister à ça. Il va lui dire non. On ne peut guérir, par exemple, on ne peut pas envoyer une équipe sur le terrain sans invitation. Donc, c'est normal. Oui, mais on n'a pas invité aussi les militants des autres partis. Les partis sont organisés et ont envoyé leurs militants. Moël qui parle là, ils ont envoyé des militants à Vanco. Moi, j'ai vu des gens assister. Ils ont envoyé des militants dans d'autres contrées. Parce que quand le président dit on a écarté Moël de partout, Dassa, on ne peut pas faire à Dassa sans appeler Jacques Ayadi. C'est quand même un leader d'opinion de collines là-bas. Il doit être présent. C'est un débat. Mais dans l'OMS, si on lui demande de venir, alors que la tournée se déroule de façon instantanée partout, il doit venir dans l'OMS, il va venir comment? Il va se dédoubler ou qu'est-ce qu'il va faire? Il y a des gens sur le terrain. Oui, aujourd'hui, on n'est plus à l'époque où tout le monde veut s'exhiber. Même les partis qui sont arrivés, ils ne sont pas tous au podium. Vous savez, ils n'y étaient pas du tout. Même les députés n'étaient pas au présidium. Donc c'est ça que les gars recherchent. Venir s'asseoir pompeusement et faire tout ça. Ça n'a pas été le cas. Et personne n'a exclu personne. Hein. Personne. Edmond Haïndé, nous tendons vers la fin de cette émission, de ce premier numéro de l'émission Le Tour du Monde. Rouf Katandébi, si vous le permettez, Edmond Haïndé, aujourd'hui, vous êtes chargé de mission du préfet de l'OME. Si on fait un retour rétrospectif concernant votre collaboration avec l'ancien préfet Apiti, ça n'a pas été du tout facile. Et aujourd'hui, avec Dr Aprotossou, comment ça se passe, cette collaboration? Le temps est vite parti. C'est aussi ça. Je suis gestionnaire de projet et spécialisé dans les questions de délai. On va faire en sorte d'arrêter quand vous le voudrez. Les relations tendues avec le préfet Apiti, non, j'estime que non. Il n'y a pas de relation. Apiti, c'est un ami, il le dit partout. Haïndé, s'il pense quelque chose, vous le dites tout de suite. C'est ça qui me caractérise. Je pense quelque chose de vous tout de suite, je vous le dis. S'il y a malgouvernance ou un désordre qui ne va pas, je dois vous le dire. Et si vous ne l'entendez pas, alors je sais vous avez dit quel quand moyen même. on vous fait ramener à l'ordre. Parce que nous sommes tous citoyens, c'est pas parce qu'on vous a mis sur un fauteuil que vous allez brimer tout le monde. Il y a eu trop de désordre dans les préfectures. Mes collègues, tout le monde garde le silence. Et nous avons pu remonter un certain nombre de choses, malgré nous, pas nous directement, parce que quand on le dit à la préfecture et qu'on estime que c'est pas bien de dire ça, on ne dit pas ça, il nous doit. Donc, du coup, ils se plaignent et du coup, le chef de l'État a compris qu'il faut une réforme dans l'administration territoriale. Et ça a impacté les communes déjà, vous avez vu, il y a les secrétaires exécutifs, et ça a impacté les préfectures, pour qu'on puisse mettre fin à cette malgouvernance financière et administrative. Parce que, à part maintenant, dorénavant, les chargés de mission et le secrétaire général autour d'un préfet, il y a maintenant qu'on aura un conseiller financier et on aura un conseiller juridique. Pour que demain, quand un préfet tombe dans les travers de la malgouvernance, de la mauvaise gestion financière, qui ne puisse pas dire vraiment je ne m'y connais pas et je n'ai personne pour m'aider. Donc le conseiller financier sera là tout à l'heure et le conseiller juridique. Je crois que c'est une avancée. C'est une avancée. Et ça va recadrer un peu les dérives qu'on a vues par le passé. Parce qu'il y avait vraiment des dérives. Oui, il y avait quelques brebis galeuses qui ne comprenaient pas la mission et qui faisaient des choses qui n'étaient pas bien. Et puis bon, moi, tout bonnement, honnêtement, j'ai toujours dit non à l'imposteur. J'ai toujours dit non à ce qui ne va pas. Voilà. Edmond Haïndé, vous êtes chargé de mission au niveau de la préfecture de Porto Novo. Il y a un dossier brûlant depuis l'arrivée de Aprotossou, même avant le départ de l'ancien préfet Apiti. C'est concernant le marché à bétail de Toroué. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout porte à croire que jusque-là, le chef de l'État n'a pas encore eu un préfet qu'il faut pour régler ce problème. Oui, vous savez, il y a eu de l'entêtement sur ce dossier. Ce qu'on a en face, il se comporte exactement comme des entre-griffes, des bêtes. Ils vendent des bêtes, quoi, exactement comme ça. Ils s'entêtent. Les préfets ont fait des efforts. Moi-même, j'ai pris mes propres fonds pour aller déguerpir ce marché une, deux fois. Mais ils sont revenus, ils sont réapparus. Voilà, ils sont revenus. Et les préfets, je ne sais pas si c'est par pitié ou par amour qu'ils n'ont pas pu, mais le dossier est revenu. Et l'autorité de l'État doit s'asseoir véritablement.
Et ce marché va disparaître dans les jours à venir. Il faut suivre. Ça va partir maintenant là. Les instructions sont presque données et on va le faire. On va le faire. C'est vrai aussi que ça fait mal, ça fait pitié de devoir déguerpir des compatriotes, même s'ils sont de la sous-région. On a clamé la libre circulation des personnes et des biens. Ils sont ici chez eux. Mais on a juste dit une petite directive. Vous ne pouvez pas vendre du bétail ici. Le marché dédié à cela, c'est à Zé. Et allez là-bas. Ils disent non. Ils ne veulent pas aller à Zé, ils vont rester ici. On a laissé, mais quand on va les casser, ça fait pitié. La dernière casse que nous avons réussi à faire, le bulldozer fonçait sur une case et quelqu'un pleurait, il y a une vieille. On est allé, effectivement, une maman était malade. On a dit, allez soulever ça. Ça fait mal. Mais l'autorité de l'État, c'est l'autorité de l'État. Quand l'État a dit, vous exécutez et après on verra. Donc le marché habitat, ça va être réglé. D'accord. Oui, ça va se faire. On ne va pas vous laisser partir sans vous demander une dénonciation qui a coûté le fauteuil à M. Jean-Claude, je crois que c'est Jean-Claude Aloukou. Il a dénoncé une malversation qui s'est retournée contre lui. Qu'en dites-vous? Oui, vous savez, l'État, c'est l'État. Hein? Il y a les institutions. Et Montesquieu l'a dit, c'est une expérience naturelle que tout homme ayant du pouvoir est tenté d'en abuser. Il faudrait que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Et pour ça, on a mis des institutions. L'ARMP est là. Quand il y a eu la dénonciation, l'ARMP s'est toujours saisi. L'ARMP a été très acerbe sur cette dénonciation, mais quand les conseils sont retrouvés, ils ont interrogé toutes les parties. Ils ont estimé à la fin qu'il n'y avait pas grand-chose, qu'il n'y avait rien. Donc du coup, le dossier a été vidé. Maintenant, l'autorité préfectorale, voulant démarrer un budget, je crois, hein, moi je n'ai pas parlé avec elle, mais l'analyse que j'ai eu à faire, c'est qu'elle veut démarrer un nouvel exercice et celui qui était au poste aller en retraite. Dans 2 mois, il va aller à la retraite. Donc, lancer avec lui et faire le retour, parce qu'il va partir. Donc, j'estime que s'il a été sauté de son poste, c'est pour rapidement mettre quelqu'un d'autre pour qu'il conduise avec cette personne la transition-là, qu'il lui donne la main sur les 2 mois avant de partir pour que cette personne puisse quand même faire le travail normalement. Bon, en tout cas, je ne présage de rien de pareil, mais mes analyses, là où ça mène, c'est ça. Et je n'ai pas parlé avec le préfet, je vous assure. J'ai fait mes analyses. Parce que quand j'ai vu la décision, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Mais le monsieur m'a dit, je pars en retraite dans 3 mois, ça me suffit. J'ai dit, ah non, ça doit être ça. Ça doit être pour ça. On a fait un petit tour, je pourrais dire. Mais avant de vous dire complètement merci, alors, le pays est en train d'être géré. Patrice Talon est là, c'est son 2e mandat. Est-ce que vous êtes vraiment fier, vous, de la gestion qui se fait du pays? Je peux peut-être, à défaut, c'est vous qui posez les questions, vous retournez la question. Quand vous circulez aujourd'hui en tant que Béninois, est-ce que vous êtes fier? C'est pas à nous de répondre. Vous ne répondez pas. Donc j'estime que je suis fier d'être Béninois. C'est nous qui posons les questions. Je suis fier d'être Béninois et nous avons du retard. Nous avons du retard sur le développement de ce pays. Et Patrice Talon est en train de faire du boulot pour 2 générations. Ce que nos aînés n'ont pas pu faire, il est en train de le faire. Et ce que nous devons faire, il amorce. Et nous devions normalement travailler pour nos enfants pour être sûrs que le cap est mis. Mais malheureusement, il démarre avec toutes ses ambitions et frappé par toutes ces crises. Je pense que Dieu permettra à la Providence de faire en sorte que tout ça là s'arrête pour que nous puissions travailler résolument dans notre pays pour aller vers ce développement. Je suis fier de notre compatriote qui est au pouvoir, le président Patrice Talon, qui a du goût, qui a de l'énergie et qui est rationnel, très organisé. C'est extraordinaire. Ce n'est pas un président que vous voyez durer 3 heures, 4 heures dans une réunion, non. Il le fait vite et puis les directives sont données et vous devez faire ça comme cela se doit. Je crois que nous avons besoin des gens comme ça. Et on va prier Dieu pour qu'après, Patrice, qu'on ait aussi quelqu'un de déterminé, d'engagé pour qu'on finisse définitivement avec ce sous-développement qui est ambiant et qui nous bouffe tout. Edmond Ayindé, merci. Merci infiniment de nous avoir permis de parcourir tous ces sujets-là. C'était important de revenir sur la crise à Moël Bénin,
sur ce qui vous a fait atterrir à l'UP aujourd'hui, sur ce que vous faites à la préfecture, sur la cherté de la vie, sur tout ce qu'il y a comme actualité aujourd'hui. Merci à vous. On n'a pas la prétention d'avoir abordé, Shamsidine Badarou, tous les sujets qu'il fallait aborder, mais nous aurons peut-être la chance de vous avoir sur un autre numéro, qui sait. Et ça fera toujours plaisir de vous recevoir, Shams. Merci à vous, Rufkat Andebi. Merci à vous, Edmond Indé. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est définitivement terminé, mais avant de vous dire au revoir, retenez tout simplement que ces décors a été arrangés ou ces fauteuils ont été octroyés. Voilà, si on peut s'exprimer ainsi, parce que quand nous allons dire que ces fauteuils ont été offerts par Monsieur Oussou Geoffroy, il sera obligé de nous les offrir. Tout à fait, donc c'est l'entreprise Tout comme chez vous de Monsieur Geoffroy Oussou qui a donc mis ses fauteuils à disposition pour le tournage de cette émission chez Monsieur dans le jardin de l'acteur politique Edmond Indé. Si vous avez certainement envie ou dès que vous aurez envie de vous procurer ce beau décor-là. Il y a d'autres fauteuils également dans l'entreprise Tout comme chez vous. Appelez tout simplement le 97 33 25 43. Et si vous êtes hors du Bénin, ajoutez tout simplement 00 229 avant de taper 97 33 25 43. Merci une fois encore à Geoffroy Oussou, PDG de l'entreprise Tout comme chez vous. Faites tout comme chez vous et tout comme chez vous. Alphonse Goton, Kabiro Adjadi, voilà, était à la réalisation. Merci à vous et à la prochaine pour un autre numéro. Ciao, ciao, merci. C'est bon. Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérite TV Monde et 3R Média.